va vous parler avec Emma de modèles de sélection des aptitudes au mélange et on remercie Bénédicte Haug qui a contribué un peu. Donc je vais faire l'introduction et ensuite Emma présentera une première partie et ensuite je présenterai une deuxième partie et on terminera ensemble. Donc si on reprend l'exemple, enfin le cas le contexte, disons, des variétés qui sont actuellement au catalogue, elles sont sélectionnées pour leur grande majorité à partir de leur rendement dans des microparcelles en pur. Et donc, souvent, par exemple, on cherche à introgresser des gènes de résistance au cours de notre schéma de sélection. Et ça peut poser des problèmes de complexité lorsqu'on cherche à introgresser différents QTL majeurs. C'est ce qu'on parle de complexité du pyramidage de gènes, alors que assembler deux variétés différentes qui ont l'une a un gène majeur numéro 1 et l'autre un gène majeur numéro 2, bah, on peut les assembler et c'est immédiat. Donc ça, c'est un premier intérêt possible du mélange. En termes de sélection, il n'y a pas aussi forcément de corrélation entre le rendement en pur et le rendement en mélange. Et on a, comme vous avez pu le voir, peu de connaissances très solides sur les caractères et les processus qui expliquent le rendement en mélange. Donc on peut, comme objectif, se donner de sélectionner pour augmenter l'aptitude au mélange, sans forcément avoir besoin de comprendre quels sont les processus sous-jacents. Alors pour ça, évidemment, si on veut sélectionner pour l'aptitude au mélange, il faut qu'il y ait de la variabilité génétique sur cette aptitude au mélange et que sélectionner pour cette aptitude ait de l'effet. Donc pour ça, on a divisé notre présentation en deux parties. La première, c'est la prédiction des valeurs génétiques à partir de données de rendement total. On a une microparcelle et pour chaque microparcelle, on a son rendement total. Et il y a un autre cas possible, c'est que pour chaque microparcelle, on ait les données de rendement par composante. Et donc, ça n'implique pas forcément les mêmes modèles. Et on vous donnera quelques idées, perspectives d'application en sélection et des perspectives dans Mobidiv. Donc Emma, je te laisse la parole et tu me dis quand changer de diapo. Ok, merci. Je vais d'abord faire un bref rappel sur l'aptitude au mélange. Je pense que ça a été déjà légèrement évoqué par Germain, notamment. L'aptitude au mélange a été définie par analogie avec l'aptitude à la combinaison pour les hybrides. Et il y a deux objectifs. Un premier, c'est d'estimer l'aptitude au mélange des génotypes, et un deuxième qui est de l'estimer au niveau des combinaisons de génotypes. L'analyse repose sur l'évaluation d'un ensemble de génotypes en mélange binaire, comme dans un plan de croisement dit allèle. On a un exemple ici avec 5 génotypes et les 5 cultures pures sur la diagonale. Et donc, on a ce modèle de GMA-SMA. On peut décomposer l'espérance du rendement du mélange entre le génotype 1 et le génotype 2 par l'effet de général de l'essai, la GMA du premier génotype, qui est sa performance moyenne en mélange, donc qui est calculée comme la moyenne des mélanges qui contiennent ce génotype. Et classiquement, dans la littérature, les purs sont exclus du calcul. Et dans un deuxième temps, on a donc la SMA qui est le terme d'interaction entre deux génotypes et donc qui représente l'écart à l'additivité, c'est-à-dire l'écart de la performance d'un mélange par rapport à ce qui est prédit sur la base des GMA. Donc il faut retenir que la GMA, c'est l'aptitude moyenne d'un génotype et la SMA, c'est l'interaction entre deux génotypes en mélange. Donc là, Timothée, tu peux passer la diapo suivante. Merci. Donc Jérôme a déjà un petit peu introduit le fait que ces approches peuvent présenter des limites dues au casse-tête combinatoire
auxquelles on est confronté quand on s'intéresse à observer des mélanges, avec le nombre de combinaisons qui devient assez vite très élevé. C'est lourd à mettre en place au niveau expérimental. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des calculs, mais simplement quand une des approches pour déjà réduire cette combinaison, c'est de uniquement se concentrer sur les mélanges binaires. En fait, ces limitations font que globalement, les études se sont souvent limitées à moins de 8 génotypes. Donc, on va chercher des méthodes qui permettent d'évaluer plus de génotypes, par exemple en choisissant de ne pas tester toutes les combinaisons possibles. Et ça nécessite d'adapter les modèles. Merci. Donc, des développements de modèles ont été proposés. Donc, le premier, c'est bien sûr d'utiliser des plans incomplets, ce qui nécessite d'utiliser des modèles mixtes et repose sur l'estimation des composantes de la variance. Sur la deuxième diapo, voilà, on peut aussi chercher à inclure les purs dans le dispositif d'évaluation, parce que souvent on est intéressé à comparer les performances des génotypes en mélange par rapport à celles en culture pure. Donc on peut choisir par exemple de les traiter comme une combinaison particulière d'un génotype donné en mélange avec lui-même. Et sur la diapo suivante, donc ça nécessite en fait de redéfinir la modélisation des interactions. Donc on peut avoir un premier modèle où on se concentre uniquement sur les GMA et on ne considère pas la SMA, donc le modèle additif simple. On a un deuxième modèle où on a la SMA intergénotypique en mélange, c'est-à-dire uniquement entre des génotypes différents. C'est ce qui est fait classiquement dans la littérature. Et comme on vient de proposer d'intégrer des purs dans l'analyse, donc pour ces observations, on définit maintenant des SMA qui sont de nature intragénotypique. Et enfin, on a un troisième modèle. Donc c'était voilà, merci. Et en fait, puisqu'on a défini des SMA intragénotypiques, on peut remarquer qu'en mélange, on a aussi des plantes qui sont en voisinage avec des plantes du même génotype. Et donc, on définit aussi ces interactions intragénotypiques en mélange pour la modélisation de la SMA. Donc, dans le troisième modèle, ici en mélange, on a bien des SMA intra- et intergénotypiques qui sont pondérés par les probabilités de voisinage des différents types d'interactions. Et enfin, donc sur la diapo suivante, on peut aussi généraliser ces modèles pour les mélanges d'ordre supérieur, c'est-à-dire à plus de 2 composantes. Donc, je vous présente ensuite des résultats de l'application de ces modèles à un essai de mélange binaire de variétés de blé tendre. Donc, on a étudié un panel de 25 génotypes qui ont été évalués en pur et dans 75 mélanges binaires en microparcelles ou moulons. Et on a mesuré le rendement et ses composantes. Et donc, sur la diapo suivante, on a les résultats. Donc, on cherche d'abord à savoir si ces modèles s'ajustent bien aux données. Donc, on a obtenu une bonne corrélation entre les mélanges observés et la moyenne les rendements prédits avec ces modèles. Et c'est plus élevé que la corrélation qu'on aurait pu obtenir entre les mélanges observés et la moyenne qui est prédite sur la base des performances des génotypes en pur. On cherche ensuite à savoir si l'importance relative de ces interactions, c'est-à-dire comparer la variance de la SMA par rapport à la variance de la GMA. Et donc ce ratio, on l'a calculé pour les différentes composantes du rendement. Et on voit qu'il existe quand même de la variance pour la SMA pour le rendement, et que c'est par contre pour la densité d'épis qu'on a une valeur de ce ratio qui est la plus élevée. Et donc on retrouve la forte plasticité pour le tallage qui avait été aussi évoquée par Jérôme dans la présentation précédente.
Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la SMA varie selon les composantes du rendement considérées. Dans la diapo suivante, je vous présentais juste comme en fait on a identifié qu'on avait une SMA qui n'était pas nulle pour le rendement. On veut voir comment sont réparties ces valeurs et leur relation avec les GMA. Donc là, on a une figure avec la GMA en abscisse et la SMA en ordonnée pour chaque variété. Et en rouge, on a les SMA intragénotypiques et en bleu, les SMA intergénotypiques. Donc, si on regarde à droite, là, du côté des GMA, des génotypes qui ont des GMA élevés, on a par exemple la variété Trémy qui a en fait une très bonne qui a une bonne GMA parce qu'en fait, elle a aussi une très bonne performance en pur. Et ça, on peut le voir aussi par sa SMA intragénotypique qui est la valeur maximale de l'essai. Et par contre, ces SMA intergénotypiques sont négatives, donc on a une performance dégradée en mélange. Et on a des variétés avec des profils assez différents, comme par exemple Soissons ici en vert, qui a un profil plutôt inverse. Et d'autres aussi comme Renan, qui elle a des SMA presque nuls. Donc globalement, cette variété est assez stable en mélange. Et donc elle est assez prédictible. Et puis cette analyse donc, nous permet d'identifier des variétés avec différents profils de GMA et de SMA. Et donc je vais redonner la parole à Timothée pour la partie suivante. Ah oui, je ne sais pas si on prend des questions maintenant. Comme il n'y en a pas eu dans le chat, peut-être qu'on peut les prendre à la fin. Ah, Timothée, ton micro est coupé. C'est moi qui ai coupé de manière autoritaire le micro de Timothée. J'arrive pas à le remettre. Ah, c'est bon. Je l'ai remis là, non? Ouais, c'est bon que tu l'as remis. Ouais. Ok. Quand je dis il y avait des petits bruits connexes. Ouais, très bien. Tu as bien fait. Alors. Donc maintenant, je vais passer au cas où on a le rendement par composante au sein du même mélange. Donc si on n'a que le rendement total qui est disponible, par exemple un rendement total de 100, bah, peut-être que il y en a 50 qui vient de la composante 1 dans le mélange et 50 qui vient de la composante 2. Mais rien ne nous dit que, si ça se trouve, il y en a 60 qui vient de la composante 1 et 40 de la composante 2. Et pareil, si on a maintenant un rendement total de 120, eh ben, peut-être que la différence entre composante 1 et composante 2 est beaucoup plus grande, mais que le rendement total a augmenté. Si par exemple, là, c'est proche aussi de la moyenne des purs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'a que le rendement total, on n'a pas accès à la capacité compétitive de chaque génotype. Et on ne peut pas non plus sélectionner pour une certaine quantité ou pour un certain ratio d'une composante par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à développer des modèles et des dispositifs expérimentaux qui permettent d'accéder au rendement par composante. Alors, c'est plus ou moins facile, hein, évidemment. Et donc, pour ça, des modèles ont été proposés depuis pas mal de temps. Donc là, je vous décris un peu le formalisme de ces modèles-là. On parle de modèles producteurs associés ou modèles directs associés. Il y a différentes formulations, ou modèles compétiteurs associés. Alors, on va considérer deux espèces dans ce cas-là. Pour l'espèce 1, on va considérer le génotype petit r, et pour l'espèce 2, le génotype petit s, qui vont être mélangés dans le mélange petit m. Et alors, l'effet producteur du génotype
petit r de l'espèce 1, c'est l'effet moyen de ce génotype en présence de voisins, alors que l'effet associé de ce génotype, c'est son effet moyen en tant que voisin. Donc, ça sera peut-être un peu plus clair dans les équations ci-dessous. Je vais juste décrire la première. Le rendement du génotype petit r de l'espèce 1 dans le mélange M, ça va être un rendement moyen pour cette espèce-là, plus l'effet producteur de ce génotype-là, plus l'effet associé du génotype de l'autre espèce avec lequel le génotype R est mélangé, plus un effet d'interaction entre les deux, plus un terme d'erreur. Et donc, réciproquement, le rendement du génotype S de l'espèce 2, il y a le rendement moyen de l'espèce 2, l'effet producteur de ce génotype S de l'espèce 2, et l'effet associé du génotype R de la première espèce. Et ensuite, également un terme d'interaction, qui n'est pas forcément le même, et une erreur qui, pareil, n'est pas forcément la même. Et il y a une équivalence lorsque on peut supposer que, par exemple, en modélisant le rendement en termes de valeur économique, que le rendement total, ça va être de la microparcelle, ça va être la somme du rendement du génotype de la première espèce plus le rendement du génotype de la deuxième espèce. On peut retomber sur les définitions de GMA et SMA dont a parlé Emma précédemment. Et pareil pour les erreurs. Donc, avec ce modèle-là, on peut, de la même manière, on va utiliser des dispositifs expérimentaux incomplets, plus ou moins équilibrés. Alors, c'est mieux quand on essaie de les équilibrer. Et réaliser l'inférence des paramètres avec, donc dans le cadre d'un modèle mixte, par maximum par Remmel. Et donc, on calcule des blobs. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Bon, ça, c'est du jargon. Alors, l'une des caractéristiques de ces données-là, c'est que les deux valeurs de rendement, le rendement pour l'espèce 1 et le rendement pour l'espèce 2, viennent de la même microparcelle. Et donc, les erreurs peuvent être corrélées parce que ces deux valeurs de rendement viennent de la même microparcelle. Donc, nos deux valeurs d'erreur, il y a une variance d'erreur pour l'espèce 1, une variance d'erreur pour l'espèce 2, et éventuellement une covariance d'erreur entre les deux. Alors soit elle est nulle, soit elle est négative, soit elle est positive, tous les cas sont possibles. Et on est également intéressé par la corrélation pour un génotype donné, par exemple le génotype petit r de l'espèce 1, on peut être intéressé par sa corrélation entre son effet producteur et son effet associé. Donc, ce modèle-là a été soumis notamment par Bénédicte Haug, dont je vous parlais précédemment. Et alors, il y a un ensemble de dispositifs expérimentaux dans lesquels on peut utiliser ce genre de modèle. Quand on utilise des microparcelles de environ 10 mètres carrés, c'est souvent utilisé pour des mélanges interspécifiques. Et donc, on évalue la réponse à la culture d'un certain nombre de génotypes en présence d'autres génotypes. Et donc, par exemple, des mélanges blé-pois ou des mélanges orge-pois. Et donc, Nathalie Moutier et Alain Baranger vous feront toute une présentation sur ces cas-là cet après-midi. Il y a également le dispositif expérimental dit en pépinière avec des rangs alternés. Donc, c'est le dispositif dont vous a parlé Germain ce matin. Et il y a un dispositif vraiment beaucoup moins utilisé, qu'on pourrait dire en nanoparcelles, avec des plantes alternées. Donc là, c'est un dispositif sur lequel je travaille avec ma doctorante Mej Gavinovski, où en photo du dessus, en fait, donc vous avez des petites rondelles de plexiglas et de PVC posées dans le sol, et on a mis une graine par rondelle, et donc à une densité similaire à ce qu'on trouve en microparcelle.
on peut suivre chaque plante individuellement. Alors, je vais vous montrer un exemple rapide d'orge-pois. Donc, c'est la thèse de Bénédicte Haug dans le cadre du projet Remix. Il a étudié 32 génotypes de pois, 8 génotypes d'orge sur 2 sites pendant 2 ans. Donc, voilà une vue de haut de son expérimentation. Et il a estimé, donc là, je vous montre un résultat préliminaire. Vous avez la moyenne, enfin, les effets producteurs et associés moyennés sur les 2 sites et les 2 années pour 27 génotypes de pois. Donc vous avez les effets producteurs sur l'axe des Y, les effets associés sur l'axe des X, et vous voyez qu'il y a une corrélation qui est globalement négative entre les deux. Après, il y a différents cas, donc tout ce qui est au-dessus de la droite identité, ça correspond à une GMA positive, mais il y a différentes relations possibles entre les effets producteurs et associés qui donnent lieu à une GMA positive. Alors, je redonne le micro à Emma qui peut nous présenter son... Ou alors, Emma, tu veux que je continue? Comme tu veux. Vas-y. Si tu as le micro, vas-y. Bah, c'était juste rapidement, parce que le temps tourne, donc des mélanges intergénotypiques ont été, intraspécifiques ont été observés dans un dispositif en pépinière. Donc on compare les performances d'un génotype, par exemple le génotype I ici en rouge, sur un dispositif où on a 3 rangs côte à côte, et donc le génotype sur le rang central est en voisinage avec des plantes du même génotype, et donc c'est un peu notre référence en pur. Et puis on a un dispositif en monorang où on fait varier entre chaque rang le génotype observé. Et donc, ça nous permet d'estimer des effets producteurs associés sur un dispositif réduit par rapport à celui qu'on pourrait avoir sur des microparcelles. Et c'était simplement pour dire qu'on peut s'attendre à une corrélation négative entre l'effet producteur et l'effet associé. Et sur ce panel, elle était assez faible, de l'ordre de 0,29 pour les 25 génotypes que j'ai présentés tout à l'heure. Voilà, donc c'était pour vous illustrer un autre exemple d'utilisation de ces modèles-là. Et donc, en termes d'application en sélection, Emma, je te laisse poursuivre pour cette diapo-là. Oui, en fait, donc, les stratégies qu'on peut mettre en œuvre en sélection vont dépendre de la structuration de l'aptitude au mélange entre la GMA et la SMA. Donc, on propose pour ça de faire une première expérience préliminaire qui permet d'estimer ces variances et leur importance relative. Et en gros, on a trois cas possibles. Un premier où la GMA est très corrélée avec la performance en pur, et dans ce cas, on va développer ce qu'on peut appeler des variétés polyvalentes, à la fois adaptées à la culture en pur et à la culture en mélange. Donc, ça va demander assez peu d'adaptation d'un schéma par rapport à un schéma classique, simplement peut-être évaluer les variétés candidates en mélange. On a le deuxième cas où la GMA est peu corrélée à la performance en pur. Dans ce cas, on va chercher à développer un pool de variétés qu'on pourra associer en mélange. Et donc là, il faut évaluer ces génotypes en mélange, que ce soit en monorang dans des phases précoces de sélection en pépinière, ou alors plus tardivement avec l'évaluation de mélange en testeur ou en dispositif DLL. Et puis, on a le troisième cas où la SMA est importante. Dans ce cas, on va chercher à développer directement des mélanges pour utiliser cette SMA. On peut aussi chercher à structurer le panel pour identifier des groupes de complémentarité à l'image des groupes hétérotiques pour les hybrides. Et donc là, on va s'attacher à identifier les meilleures combinaisons de groupes de génotypes et les meilleures combinaisons de génotypes.
Et puis, donc, quand on a de la SMA importante, il faut valider en fait que cette SMA est bien répétable, soit dans le temps ou sur différents sites. Donc, ça répond à la question de Stéphane aussi sur cette stabilité de la SMA qu'il faut essayer d'évaluer quand on a de la SMA importante. Timothée, tu peux reprendre la parole. Pardon, il faut... Je lui ai recoupé son micro, faut qu'il le rallume. Ouais. Voilà, ça y est. Hop, je remets en plein écran. Et donc oui, ça fait un lien avec la présentation de Gaël et d'Isabelle cet après-midi sur le screening décentralisé et l'évaluation à la ferme. Là, je pense que je vais passer parce que, enfin, vous le retrouverez dans les diapos, mais on peut essayer de caractériser la relation entre un caractère donné, qui n'est pas le rendement, et les différentes variables GMA, effet producteur, effet associé, calculés à partir du rendement. Et donc, il peut y avoir différents cas de corrélation ou non, positive ou négative, entre le caractère explicatif sur l'axe des X et la GMA sur l'axe des Y. Et donc, comme la GMA peut se décomposer en effet producteur et effet associé, il y a différents cas, et ça nous permet de catégoriser le type d'interaction. Mais bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc je passe un peu vite là-dessus. Pareil, je vais passer un peu vite là-dessus, mais donc il y a un article récent qui compare des schémas de sélection pour l'aptitude au mélange avec un schéma de sélection récurrente que je ne vais pas décrire ici, un schéma où on sélectionne pour la GMA en parallèle dans chaque espèce. Et ils ont comparé ces différents schémas en termes de gain génétique de la génération N à la génération N plus 1. Donc c'est ce que vous avez sur l'axe des Y ici. Et ce gain génétique va dépendre de la corrélation entre les effets producteurs et associés au sein de chaque espèce et en fonction de, là c'est les couleurs, de la variance des effets associés. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique-là rapidement, donc je voulais passer plutôt mon temps sur ce graphique-là, c'est que vous voyez que le gain génétique globalement, il va augmenter avec la corrélation entre les effets producteurs et associés. Mais il y a une influence vraiment très importante de la variance des effets associés. Donc le gain génétique va augmenter particulièrement vite dans le cas où la variance des effets associés est relativement importante. Mais lorsqu'on compare différents schémas de sélection entre eux, donc là c'est les lignes pleines ou les lignes avec les petites croix, les cas sont pas les mêmes en fonction que la corrélation entre effet producteur et associé est plutôt négative ou plutôt positive. Donc ça, c'est des résultats de simulation, et donc toute la difficulté, c'est d'essayer d'estimer précisément en fonction des espèces qui nous intéressent dans quel cas on se situe pour optimiser au maximum la sélection. Et donc une dernière diapo, c'est promis. Pour les mélanges intraspécifiques, comme vous avez vu, ça peut être pertinent d'avoir la possibilité d'estimer les effets producteurs et les effets associés. Mais dans le cadre des mélanges intraspécifiques, c'est très compliqué on peut pas, ou alors c'est vraiment, on peut, dans la plupart des cas, on peut pas trier les épis ou les grains à la récolte. Donc, il y a des travaux en cours sur le suivi des proportions variétales au sein de grains récoltés en mélange, en cours là, dans différents projets, et notamment dans le projet Mobidiv.
Et pour le cas des mélanges interspécifiques, il y a, je vous redonne l'exemple de la génétique d'association blé-pois qui aura lieu dans Mobidiv. Voilà, si vous avez des questions. Alors, il y en a. Il y a des questions dans le chat. Alors, il y a une question de Stéphane à laquelle Emma a répondu. Je pense Stéphane, je pense qu'elle a bien répondu. Il y a une question d'Hélène à Timothée et à Emma aussi. Hein. Est-ce que la modélisation d'effets producteurs et effets associés, c'est l'analogue de ce qu'elle a présenté ce matin entre effets directs et indirects? Mais Hélène, si tu veux préciser ta question, tu peux. En fait, je voyais l'effet DGE comme un effet producteur et du coup l'effet IGE comme un effet du voisin, donc effet associé en fait. Est-ce que c'est complètement analogue ou est-ce qu'il y a des subtilités entre les deux approches? ça, de ce point de vue-là, juste comme ça me paraît complètement analogue. Mais après, en fonction de est-ce que il y a une interaction qui est prise en compte, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux qui est estimée, et est-ce que, si je reviens au modèle est-ce qu'il y a une distinction qui est faite entre le ou les voisins? Le modèle final peut être différent, mais c'est vrai que Tu vois, ouais, tu peux prendre en compte la covariance entre tes effets DGE, IGE, donc c'est ce que vous avez présenté, hein, dès lors que vous avez des relations négatives entre producteurs et associés. Et du coup, mais donc c'est pas comme un facteur additionnel. Hein. Dans ce cas-là, dans le cas du modèle producteur associé, la covariance n'est pas un prédicteur additionnel. ouais, tu l'as déduit de tes effets ASJ et ASI là. C'est estimer Ouais, les effets la PR et AS. Ces deux-là sont modélisés en aléatoire. ouais. Ils ont une matrice de variance covariance et donc elle est pas connue et donc on l'estime à partir des données. Donc je sais D'accord. pas si ça revient au même que Et- l'estimer dans un premier cas et puis ensuite la mettre comme facteur explicatif. Je pense que c'est un peu différent quand même. Ouais, bon, intéressant à creuser parce que du coup, il y a quand même vachement de littérature sur ces modèles DGE, IGE là. Ouais. On arrive à faire le lien, ça pourrait être sympa. Mais ça a l'air quand même Ça assez ressemble, similaire. ouais. C'est Merci. sûr. Pour moi, c'est la même chose, je pense. Je vous mets un papier dans la... Et oui, comme le dit Jérôme, mais après il y a une différence de niveau à laquelle on applique. Est-ce qu'on applique ça au niveau d'un locus ou au niveau du génotype entier? Après, en termes de Ouais. formalisme, bon, ça. Pour l'instant, c'est plutôt à l'échelle du génotype entier, là, les papiers qui sortent. Après, effectivement, dans ce que tu as fait, Germain, on commence à le regarder au niveau allélique. Oui, mais c'est vrai que les papiers qui ont formalisé les modèles DGE, IGE, ils sont à l'échelle génotypique, en fait. Hein. C'est vraiment un effet aléatoire du génotype en tant que focal. Et le phénotype de cet individu focal, il est affecté par un effet aléatoire, qui est le génotype de son voisin, qui s'appelle l'effet génétique indirect et qui est équivalent pour moi à l'effet associé dans ces modèles-là. Bon, peut-être qu'il y a une différence sensible, mais en voyant les diapos, moi, je ne vois pas, la différence. Quand on regarde la vraisemblance, je pense pas qu'il y ait de différence. Hein. Ouais. Après, c'est juste. Quand on regarde la vraisemblance juste avec effet producteur et effet associé, je pense pas qu'il y ait de différence. Après, dans les détails du modèle, voilà, il y a Oui. peut-être des Ah oui. covariances qui sont Ouais. ignorées dans certains cas. Mais... Oui, oui, oui. Et alors, il y a d'autres questions. Oui, il y a une question d'Alain Baranger. Dans le cas des mélanges d'espèces, pourrait-on imaginer modéliser non pas le rendement absolu de chacune des espèces ou du mélange, mais la perte ou le gain de rendement de chaque espèce en culture associée par rapport à la culture pure? C'est une sorte d'overloading, Alain, c'est à ça que tu penses? Alors, on peut complètement imaginer modéliser ça. Alors, bon, tout ce qui est modélisé comme un ratio, c'est toujours un peu plus compliqué.
Après, est-ce que peut-être dans un premier temps, en fait, ce sur quoi on a commencé à travailler, c'est l'analyse conjointe du rendement des deux espèces, mais et en plus le rendement des puants. Donc ça fait un modèle et des jeux de données un peu plus gros, un peu plus compliqué, parce qu'il y a plus de variance, covariance à droite à gauche. Et donc peut-être que ça explorera en partie donc ta question, la perte de rendement de chaque espèce en culture associée par rapport à la culture en pure. Ça répond pas exactement à ça, mais c'est possible de développer des modèles pour ça, et bah, c'est bien que tu poses la question, parce que dans le cadre de MobiDiv, on en discutera et on verra ce qu'on peut faire. C'est ma Si réponse je peux me actuelle. permettre, je pose cette question parce qu'on peut imaginer une aptitude générale à l'association comme une capacité à ne pas perdre de rendement lorsqu'on est associé, et une aptitude spécifique, je ne sais plus comment ça s'appelle, SMA, à l'association, qui serait une capacité à ne pas la perdre face à une certaine variété compagne et à perdre face à une autre variété compagne. Ça pourrait être une autre manière de voir cette question de l'aptitude. Mais c'est sans idée derrière la tête particulière. Hein, mais j'imaginais que ces questions de ratio pouvaient être intéressantes à approfondir. En fait, Ouais. si je peux compléter, cette approche a été faite plutôt en intraspécifique aussi, pas à partir de l'utilisation de ratios, mais en faisant des contrastes entre la performance d'un génotype, disons en décomposant la GMA d'un génotype entre ce que Federer dans la littérature appelait la true GMA, ce qui est la, la, la performance, qui est en contraste entre désolée, je reprends. En gros, on peut décomposer la GMA entre une partie qui est d'abord due à la performance du génotype en pur, et une autre partie qui est la true GMA, voilà, qui est la part de la GMA qui n'est pas due à cette performance, disons, percée du génotype à la productivité. Si tu veux nous expliquer ça sur le résultat sur Trémy, moi j'aimerais bien. En fait, Trémy, il est performant tout le temps, tout seul, et avec les autres, c'est un peu ça l'idée. Donc sa true GMA, il n'y en a pas, c'est ça? Ça pourrait être ça, ouais. Enfin, que sa true GMA est négative, et que du coup, parce qu'en fait, quand on regarde ces SMA intergénotypiques, elles sont assez concentrées quand même. Donc, on peut penser que, en effet, la part de la GMA de ces génotypes-là est principalement expliquée par sa performance en pur, et donc que sa true GMA est faible. En fait, il est bien tout seul, lui. Ouais, voilà. J'avais une question, Emma, sur cette figure. Je ne sais pas, Jacques, s'il y avait d'autres questions que vous voulez faire. Non, pour l'instant, de toute façon, je pense c'est le dernier exposé de la matinée, enfin, si on est toujours d'accord. Donc, en gros, on peut finir, et puis on se donnera un rendez-vous pour l'exposé d'Isabelle et de Gaël. Mais donc, vas-y, Germain. C'était une question sur cette figure, en fait. Je voulais savoir si vous aviez regardé ce jeu de données en vous focalisant sur les mélanges qui étaient les plus productifs. Donc, par exemple, je ne sais pas, les 10% les plus productifs, et regarder dans ces mélanges-là s'ils étaient très productifs plutôt via la GMA ou plutôt via la SMA. En fait, quand vous avez vu des mélanges productifs, est-ce que c'était surtout dû à des effets additifs ou à des effets d'interaction? Parce que là, on voit tous les mélanges, tout est mélangé. On a à la fois on peut avoir des mélanges très peu productifs qui ont des SMA très fortes, en fait. Ouais, après, il faut garder en tête que globalement, la variance des GMA est quand même plus importante que celle des SMA. Donc, les SMA, en effet, on a un petit peu de variabilité, mais elle est quand même beaucoup plus faible par rapport à celle qu'on observe au niveau de
la GMA. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en présentant cette figure, mais c'est celle avec le modèle 3, donc la GMA, la SMA intragénotypique, elle comporte aussi la SMA intragénotypique en mélange. Donc ça peut avoir un petit peu élargi la gamme de valeurs de SMA qu'on observe. Et ensuite, sur ta question sur quand on regarde les interactions, enfin les mélanges les plus performants, Oui. on avait quand même assez souvent des mélanges entre variétés plutôt de profil élite, donc très, très productives et qui, parce que en fait, je ne l'ai pas dit, mais le panel était assez contrasté. Et donc, quand on regarde les mélanges les plus productifs, ce sont souvent les mélanges entre variétés de élites elles-mêmes productives, et peut-être que c'est parce qu'on a aussi moins de compétition avec des différentiels de hauteur qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on peut observer avec des mélanges de variétés élites et de variétés de pays très hautes. Est-ce que tu sais si dans ces mélanges-là, la part de performance qui est expliquée par la SMA, elle est significativement plus faible que la part de performance expliquée par la SMA dans les mélanges, les autres, quoi, pas les plus productifs. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, si, je vois. Ça, là, je ne saurais pas, pas te dire. Ok. Bon, ben, il y a des perspectives. Hein. J'imagine qu'un jour, on voudra décomposer en génétique d'association les différentes valeurs de GMA et de SMA. Je pense que c'est probablement, ça fera le lien avec les idées et les effets directs. Je remercie encore une fois les orateurs pour ce matin. Les débats aussi ont été intéressants et riches.